Dès les premières heures qui ont suivi l'annonce de sa mort, le besoin de comprendre a pris le pas sur la pudeur. Le public, les admirateurs, les médias, chacun a voulu savoir ce qu'il s'était passé derrière les portes closes, dans les semaines précédant la disparition. Et comme souvent dans ces moments-là, la douleur a vite été rejointe par les récits approximatifs, les extrapolations, les titres trop grands pour des faits encore incomplets. On a laissé entendre que sa fille y avait tout dit, que la famille avait rompu le silence, que l'avant-funérailles avait déjà pris la forme d'un dévoilement total. Mais lorsqu'on s'en tient aux éléments confirmés, une autre lecture apparaît. Il n'y a pas, à ce stade, de grandes confessions publiques documentées qui viendraient livrer d'un bloc tous les secrets d'Isabelle Mergault. Il y a, en revanche, des indices beaucoup plus profonds, beaucoup plus poignants, ceux d'une vie recentrée dans ses derniers sotempes autour de ses filles, Maya et Iris, et autour d'un désir de transmission devenu brûlant. Alors, que révèle vraiment ce silence? Peut-être précisément l'essentiel. Isabelle Mergault n'a jamais semblé vouloir faire de sa vie familiale un spectacle. Dans un monde où tout se monnaie en confidence et en séquences d'émotions instantanées, elle paraît avoir tenu jusqu'au bout à préserver un sanctuaire intérieur. Ce que l'on apprend après sa mort n'est pas l'existence d'un scandale caché, mais celle d'un attachement immense à ses enfants, au point d'avoir engagé une véritable course contre la montre pour sécuriser leur avenir. Les articles publiés ces derniers jours rappellent que Maya, adoptée en 2010, avait profondément transformé sa vie, et qu'Isabelle Mergault souhaitait aussi adopter Iris, sa sœur. Ce n'est pas une révélation au sens vulgaire du terme. C'est mieux et c'est plus fort. C'est la découverte que derrière l'artiste libre, mordante, drôle, parfois insaisissable, il y avait une femme pour qui la maternité n'était pas un détail attendrissant, mais un engagement absolu, presque une seconde naissance. Et c'est là que ce premier chapitre prend toute sa force dramatique, parce que ce que le public cherchait dans une phrase choc, il le retrouve finalement dans une vérité plus nue. Isabelle Mergault ne quittait pas le monde seulement comme une actrice populaire ou une réalisatrice césarisée. Elle partait en laissant derrière elle un chantier affectif immense, des enfants à protéger, une famille de cœur à maintenir debout, des décisions prises dans l'urgence d'un temps qui se rétrécissait. Le silence de la fille, alors, ne sonne plus comme une absence. Il ressemble à un rempart. Un dernier rempart contre la curiosité brutale, contre le besoin de tout décortiquer, contre la tentation de faire de la douleur un spectacle. Et si la vraie vérité révélée était précisément celle-ci, il y a des familles qui, devant la mort, choisissent encore la dignité plutôt que l'exposition. Il y a des enfants qui n'ajoutent pas de mots au drame parce que toute leur peine est déjà contenue dans ce qu'ils viennent de perdre. Et parfois, ce silence-là dit tout. Officiellement, les sources concordent. Isabelle Mergault a succombé à un cancer après plusieurs mois de combat. Le Monde mentionne un cancer du poumon. RTL et Le Parisien évoquent eux aussi un cancer contre lequel elle se battait depuis des mois. Et ce détail, d'apparence factuelle, change tout, car il signifie que sa disparition n'a pas été un accident soudain venu fendre le quotidien, mais l'aboutissement d'une bataille silencieuse, longue, usante, probablement ponctuée d'espoir, de rechutes, d'hospitalisation, de rendez-vous, de moments d'angoisse et de lucidité. Ce qui bouleverse profondément aujourd'hui,
c'est que cette lutte s'est déroulée presque hors champ. Le public n'en a vu ni la fatigue, ni l'inquiétude, ni la dégradation progressive. Isabelle Mergo continuait d'exister dans la mémoire collective comme une femme vive, piquante, drôle, libre de ton. Pendant ce temps, dans l'ombre, une autre scène se jouait. Une scène sans projecteur, sans rire, sans applaudissements. Les témoignages de ses proches rendent ce tableau encore plus poignant. Jean-Louis Barcelona, son ami, a raconté sur RTL l'avoir accompagnée dans les dernières semaines à l'hôpital. Il a parlé d'un combat, d'une présence, d'un accompagnement de proximité. Et derrière ces mots, on devine tout ce qu'aucun article ne pourra jamais entièrement restituer. Les couloirs trop blancs, la fatigue qui s'installe, les silences entre deux phrases, les regards qui cherchent une issue, les moments où l'on espère encore malgré les signes contraires. Isabelle Mergo semblait croire qu'elle allait s'en sortir, ou du moins refuser d'abandonner cette idée. Cette donnée, elle aussi, a quelque chose de déchirant, car elle redonne soudain à sa fin une texture plus humaine, moins figée, moins narrative. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une grande figure disparue. C'est celle d'une femme qui voulait vivre, continuer, revenir, tenir encore. Mais contre quoi luttait-elle vraiment? Seulement contre la maladie, ou aussi contre l'image que cette maladie risquait d'imposer d'elle? On peut raisonnablement y voir une double résistance. D'un côté, il y avait le combat physique, celui du corps qui s'épuise, et de la médecine qui tente de retenir le temps. De l'autre, il y avait sans doute le refus de devenir publiquement la malade, le refus d'être réduite à l'affliction ou à la compassion. Isabelle Mergo avait bâti sa singularité sur la liberté, sur le décalage, sur une forme d'indocilité. Peut-être n'a-t-elle jamais voulu que ces derniers mois soient se regarder comme une lente sortie de scène. Peut-être voulait-elle rester jusqu'au bout autre chose qu'un visage diminué. Et cela expliquerait ce paradoxe qui touche tant aujourd'hui. Plus elle a gardé sa souffrance dans l'ombre, plus sa disparition semble soudain immense. Parce qu'en découvrant, après coup, l'ampleur du combat, le public ne pleure pas seulement une artiste. Il pleure aussi le courage caché d'une femme qui aura affronté l'épreuve ultime sans la transformer en mise en scène. Il existe des célébrités que l'on admire de loin, comme des monuments figés dans leur importance. Isabelle Mergo, elle, appartenait à une autre catégorie. Elle donnait l'impression d'être proche. Sa voix, son phrasé, son humour, sa manière d'entrer dans une phrase comme d'autres entraînent dans une pièce, tout cela avait fini par construire une familiarité rare avec le public français. Elle n'était pas seulement une actrice qu'on avait vue, elle était une présence qu'on reconnaissait immédiatement, presque physiquement. C'est ce qui explique en partie le choc. Quand une figure aussi reconnaissable s'éteint, le sentiment de perte dépasse largement la stricte actualité culturelle. Quelque chose de l'intime collectif se fissure. Une époque se rappelle à nous, une certaine idée de l'humour, de la liberté de ton, de la fantaisie populaire, s'effondre avec elle. La sidération vient aussi de sa trajectoire. Isabelle Mergo n'a pas été enfermée dans un seul rôle, ni dans un seul registre. Elle a commencé par apparaître dans de nombreux seconds rôles au cinéma dans les années 1980, avant de se tourner davantage vers l'écriture, puis de conquérir un autre statut en tant que scénariste, dramaturge et réalisatrice. Son film « Je vous trouve très beau » marque un tournant majeur et lui vaut le César du meilleur premier film en 2007. Ce détail n'est pas anecdotique. Il rappelle qu'elle n'était pas seulement
une figure populaire. Elle était aussi une créatrice reconnue, capable de déplacer son talent d'un territoire à l'autre, d'écrire, de mettre en scène, de construire un regard. Cette polyvalence donne à sa disparition une ampleur particulière. Ce n'est pas une seule carrière qui s'interrompt, ce sont plusieurs vies artistiques qui se referment d'un coup. Et puis il y a les obsèques elles-mêmes qui viennent cristalliser la douleur collective. Le fait qu'une cérémonie laïque soit prévue sous la coupole du Père Lachaise, avant une inhumation à Montmartre, donne au dernier hommage une gravité presque symbolique. Paris devient le théâtre du dernier acte, non pas comme une ville mondaine, mais comme une ville mémoire. Cette cérémonie n'annonce pas seulement un adieu privé, elle confirme l'ampleur publique de l'émotion. Le public y voit la preuve que cette mort n'est pas un simple fait divers de célébrité, mais la disparition d'un visage marquant de la culture populaire française. C'est aussi pour cela que la réaction a été si forte. Beaucoup n'avaient pas conscience de l'état de santé d'Isabelle Mergo. Beaucoup la croyaient encore debout dans ce paysage médiatique où elle semblait faire partie du décor affectif. Et tout à coup, il faut accepter qu'elle n'y soit plus. Qu'il n'y ait plus ni retour, ni phrase inattendue, ni rire un peu mordant lancé au détour d'une émission. Seulement le manque et la stupeur. Autour d'un cercueil, la vérité des relations apparaît parfois mieux qu'au fil d'une vie entière. Ceux qui viennent, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, ceux qui se souviennent en silence, racontent une cartographie affective que la célébrité avait souvent brouillée. Dans les jours qui ont suivi sa mort, plusieurs noms sont revenus avec insistance. Laurent Ruquier, évidemment, compagnon de route médiatique et affective. Les sociétaires des grosses têtes, des amis du théâtre, de la radio, de la télévision, et aussi Antoine Duléry, ancien compagnon, qui a rendu hommage à une femme pleine de charme, intelligente et talentueuse. Rien que cette formule dit beaucoup. Elle ne relève pas du simple protocole. Elle porte la trace d'une mémoire intime, d'une tendresse qui survit à la séparation, d'un lien qui ne s'est pas défait malgré le temps. C'est souvent cela, le plus bouleversant, dans les disparitions d'artistes. On découvre qu'autour d'eux s'est maintenu un réseau de fidélité discrète, parfois bien plus forte que les relations officiellement affichées. Isabelle Mergo donnait l'image d'une femme libre, drôle, vive, mais aussi farouchement indépendante. On pourrait croire qu'une telle personnalité traverse les années sans s'attacher vraiment. Et pourtant, les hommages racontent exactement le contraire. Ils dessinent une femme profondément reliée aux autres, aimée pour sa franchise, sa drôlerie, son intelligence, son absence d'affectation. Laurent Ruquier a parlé d'elle avec une émotion visiblement immense. Philippe Bouvard lui a rendu un hommage appuyé. D'autres figures du paysage audiovisuel ont rappelé ce qu'elle apportait d'unique. Tout cela ne relève pas de la simple bienséance médiatique. Cela révèle la place particulière qu'elle occupait dans les vies des autres. Alors faut-il y voir des secrets, des liens cachés de ceci et qu'exis, des ça, des histoires nétues? Ce serait tentant, parce que le public adore imaginer qu'autour d'une femme singulière gravitent des amours inachevés, des blessures anciennes, des fidélités ambiguës. Mais la vérité la plus crédible est peut-être plus simple et plus belle. Isabelle Mergo semble avoir laissé derrière elle moins des scandales que des attachements profonds, des ex capables d'être encore là, des amis devenus presque une famille,
des compagnons de scène ou d'antenne qui, au lieu de dérouler des souvenirs convenus, paraissent réellement désarmés par son absence. Et c'est cela qui donne à ce chapitre une intensité particulière. Au moment de l'adieu, ce ne sont pas des révélations croustillantes qui surgissent, mais la preuve qu'une femme peut avoir traversé le monde du spectacle sans perdre la qualité la plus rare de toutes, celle de laisser une trace affective sincère dans le cœur de ceux qui l'ont connue. Chaque disparition publique crée un vide, et ce vide appelle toujours des récits. On veut comprendre plus vite que la vérité ne se laisse approcher. On veut du détail, du cachet, du pourquoi on ne nous a rien dit. On transforme une pudeur en mystère, un silence en énigme, une protection en soupçon. Dans le cas d'Isabelle Mergo, les rumeurs ont fleuri presque en même temps que les hommages. Certains ont laissé entendre que tout avait été dissimulé, que des proches savaient sans rien dire, que la famille voulait taire autre chose qu'une simple maladie. Pourtant, les éléments les plus solides convergent. Elle se battait contre un cancer depuis plusieurs mois. Elle avait choisi de garder ce combat dans un cercle restreint. Et beaucoup de gens du grand public ignoraient la gravité de sa situation jusqu'à l'annonce de sa mort. La vérité paraît donc moins romanesque qu'on ne l'imagine, mais non moins bouleversante. Elle tient dans une discrétion extrême, presque radicale. Mais il y avait autre chose, derrière la maladie, quelque chose qui explique peut-être pourquoi ces derniers mois semblent aujourd'hui chargés d'une intensité si particulière. Plusieurs articles récents rapportent qu'Isabelle Mergo menait aussi un combat pour l'adoption d'Iris, après avoir adopté Maya en 2010. Cette donnée change le regard porté sur sa fin. Soudain, ces derniers mois ne sont plus seulement ceux d'une femme qui lutte pour sa santé. Ce sont aussi ceux d'une mère qui se bat contre le temps, contre les lenteurs administratives, contre l'idée insupportable de laisser un avenir inachevé derrière elle. C'est sans doute là que le drame devient presque insoutenable. Pendant que les corps médicaux, les traitements et les examens occupaient le devant de sa vie quotidienne, une autre urgence la rongeait. Mettre ses enfants à l'abri, finir ce qui devait être fini, laisser derrière elle non pas seulement des souvenirs, mais une protection concrète. Voilà pourquoi les spéculations ne cessent pas. Non parce qu'il y aurait un scandale caché, mais parce que la réalité elle-même est déjà d'une puissance dramatique saisissante. Une femme populaire, admirée, reconnue, qui continue à sourire aux yeux du public pendant qu'en secret elle affronte la maladie et tente de sécuriser le destin de ses filles. Il n'en faut pas plus pour que l'imaginaire collectif s'emballe. Et pourtant, plus on s'approche des faits, plus une leçon s'impose. Le vrai secret d'Isabelle Mergo n'était peut-être pas une affaire à dévoiler. C'était sa manière de porter simultanément plusieurs batailles sans jamais en faire un drapeau. C'était cette façon de conserver la maîtrise de son histoire, alors même que le corps, lui, échappait peu à peu à toute maîtrise. Et peut-être est-ce cela qui dérange autant le monde extérieur. Découvrir qu'une vie publique peut encore contenir une part d'irréductible, une zone protégée que ni les plateaux télé ni les gros titres n'auront complètement percée. Pour comprendre l'émotion qui entoure sa disparition, il faut aussi revenir en arrière. Bien avant les hommages, bien avant les plateaux radio, bien avant le César, il y avait une petite fille née en 1958. Une enfance prise dans un univers familial contrasté, intellectuel, médical, exigeant, et une personnalité déjà rebelle, difficile à contenir. Les sources biographiques rappellent qu'Isabelle Mergo a grandi entre une mère dermatologue et chercheuse, un père chirurgien et un environnement
où l'intelligence n'empêchait ni les tensions ni les écarts de tempérament. Elle a connu les exclusions scolaires, les détours, les essais, les marges. Elle a fréquenté les beaux-arts, tenté sa voie, bifurqué, cherché sa place. Rien dans ce parcours ne ressemble à une ascension lisse. Tout y parle au contraire d'une femme qui s'est inventée contre les cadres trop étroits. Même ce qui aurait pu être vécu comme une fragilité est devenu chez elle une force de signature. Son cheveu sur la langue, sa diction si particulière, loin de l'effacer, l'a rendue inoubliable. Il y a dans cette histoire quelque chose d'emblématique. Isabelle Mergo n'a pas triomphé en se conformant, mais en assumant ce qui la distinguait. Dans les années 1980, elle multiplie les rôles au cinéma, souvent dans la comédie, parfois dans des emplois qui exploitent justement cette singularité vocale. Puis, en 1991, elle choisit de se détourner de la seule carrière d'actrice pour se consacrer davantage à l'écriture. Ce choix dit déjà beaucoup. Il révèle une femme qui ne voulait pas seulement être vue, mais aussi penser, construire et écrire, maîtriser la forme de ce qu'elle racontait. Cette transition, souvent moins commentée que ses apparitions publiques, dit peut-être mieux que tout le reste la profondeur de son tempérament. Le grand tournant arrive avec « Je vous trouve très beau », film qui lui apporte un succès populaire et un César du meilleur premier film. Ensuite, viennent d'autres réalisations, d'autres pièces, d'autres présences scéniques. Mais au-delà du palmarès, ce parcours raconte surtout une femme qui n'a jamais cessé de se réinventer. Et c'est en cela que le contraste avec la fin est si cruel. Une personnalité aussi libre, aussi inventive, aussi insoumise, confrontée tout à coup à la loi implacable du corps et du temps. Cela produit une tristesse presque métaphysique. Comme si la disparition d'Isabelle Mergo rappelait brutalement cette vérité que personne n'aime regarder. Même les êtres les plus vifs, les plus drôles, les plus singuliers, ne sont pas protégés contre l'effacement. Mais ce qui demeure, c'est le chemin qu'ils laissent. Un chemin fait de talent, de morsures, d'humour, de blessures surmontées, et de ce courage discret qui consiste à ne jamais se laisser définir uniquement par ses fragilités. Au fond, la disparition d'Isabelle Mergo agit comme un miroir. Elle nous oblige à nous demander ce que nous cherchons vraiment quand une personnalité s'éteint. Cherchons-nous une vérité humaine, ou seulement une dernière secousse émotionnelle? Car la sienne est peut-être déjà là, cette vérité. Elle tient dans ce contraste presque insupportable entre l'image d'une femme drôle et vive et la réalité d'une fin combattue dans le secret. Elle tient dans cette course contre le temps pour ses filles. Elle tient dans ses amis bouleversés qui parlent moins d'une star que d'une femme aimée. Elle tient aussi dans son œuvre, dans cette voix impossible à confondre, dans cette liberté de ton devenu rare. Et c'est peut-être pour cela qu'Isabelle Mergo continuera de hanter la mémoire collective plus longtemps que d'autres. Parce qu'au-delà de la célébrité, elle laisse derrière elle le sentiment troublant qu'une vraie présence s'est retirée du monde. Une présence qui faisait rire, certes, mais qui portait en elle bien plus de gravité, de courage et de tendresse qu'on ne l'avait peut-être compris à temps.